Dank wel om erbij te zijn. Vandaag is de tweede Filmfest Gent Talkie. En we zijn vereerd dat we dit in de beste aanwezigheid van Laura Wandel mogen doen. Zo net is L'Intérêt d'Adam vertoond. Afgaand op de zaal denk ik dat de film heel mooi geland is bij het publiek. Hopelijk zijn er ook nog wel mensen uit de screening hier bij ons gebleven. De talkie zal doorgaan in het Frans. Ik zal mijn best doen. Ik ga soms misschien naar het Engels overschakelen. Maar als er vragen zijn van het publiek, heel graag, mogen jullie gerust in het Frans, Engels, Nederlands stellen. En dan gaat Laura daarop in. Laura Wandel kennen jullie waarschijnlijk wel. Ze is nationaal en internationaal een van de meest geliefde namen van de Belgische cinema. En met haar indrukwekkende debuut Un Monde heeft ze heel veel prijzen gewonnen. Vandaag brengt ze haar tweede film hier naar Gent, L'Intérêt d'Adam. Merci Laura d'être ici avec nous. Je suis vraiment très heureuse d'avoir vu le film qui est si émouvant, qui est si touchant et qui parle aussi d'un sujet très actuel, l'état des hôpitaux, du contexte médical, mais aussi de l'empathie, de la générosité dont on a besoin quand on a des rapports avec d'autres personnes dans ce contexte. Je ne sais pas si tout le monde a vu le film, donc est-ce que tu pourrais décrire en quelques mots l'intérêt d'Adam? Merci pour le café aussi. Merci, et merci beaucoup d'être là. Désolée, je vais parler en français parce que mon néerlandais n'est pas assez bon, malheureusement. Je suis vraiment désolée pour ça. Alors l'intérêt d'Adam, c'est l'histoire de Lucie, qui est infirmière en chef dans un hôpital pédiatrique, et elle s'occupe du cas d'Adam, un petit garçon qui est placé à cause d'une malnutrition. Il souffre de malnutrition parce que sa mère ne le nourrit pas correctement. Et Lucie va être confrontée à du coup la maman d'Adam, qui a perdu totalement confiance en tout le monde, et Lucie va essayer de tout faire pour redonner confiance à cette maman pour l'intérêt de l'enfant. Oui. Tu as travaillé avec Anna Maria Bartolomei et Léa Drucker, vraiment deux actrices impressionnantes. Comment s'est déroulée cette collaboration? Alors en fait, j'ai vraiment écrit le rôle pour Léa Drucker, qui pour moi elle est une des plus grandes actrices françaises là, de ces dernières années. Je l'ai découvert dans le court-métrage Avant que de tout perdre de Xavier Legrand, qui avait réalisé Jusqu'à la garde, d'ailleurs où Léa jouait aussi, extraordinaire. Et dès que je l'ai vue, je me suis dit, il faut un jour que je travaille avec elle, parce qu'elle a quelque chose de très particulier, où elle peut paraître assez froide d'apparence, oui. Mais elle a quelque chose de très très humain dans les yeux, et une grande douceur, et en même temps quelque chose de l'ordre du secret que je trouvais très intéressant pour le personnage de Lucie. Et Anna Maria Bartolomei, évidemment, je l'ai découvert dans L'événement de Audrey Diwan, extraordinaire, une prestation extraordinaire, et elle a quelque chose de très intéressant au niveau de son énergie. Elle a une fougue comme ça, et elle a aussi quelque chose de très particulier dans le regard. Elle a un regard aussi très très doux et en même temps vulnérable, aussi, que je trouvais assez juste pour le personnage de Rebecca. Et en fait, Léa, je l'ai emmenée à l'hôpital Saint-Pierre, où j'ai été faire des observations pendant plusieurs semaines avant d'écrire le scénario, parce que c'était très important pour moi qu'elle s'immerge et qu'elle comprenne aussi le lieu dont je me suis inspirée pour écrire, qu'elle comprenne le fonctionnement. Elle a été beaucoup coachée, évidemment, par le personnel soignant, pendant le tournage aussi. Je lui ai fait lire un livre qui s'appelle « 1000 petits riens » de Jodi Picoult, c'est magnifique. Ça parle aussi d'une infirmière qui est prise comme ça dans un conflit moral par rapport à... Enfin, voilà, je ne vais pas expliquer l'histoire, mais c'est magnifique. Je lui ai demandé de regarder des documentaires, enfin voilà. Et Anna Maria, je lui ai demandé de regarder Lady Bird de Ken Loach. Et on a beaucoup discuté de personnages, mais en même temps, c'était important pour moi de ne pas trop rentrer dans la psychologie. Et je pense qu'elle n'en avait pas spécialement besoin non plus. Voilà, parce que c'est quelque chose de très intime. Et c'était important pour moi qu'il y ait aussi quelque chose qui résiste un peu à l'écran.
Euh, Parlons un tout petit peu sur le personnage d'Anna Maria. Donc, c'est la mère et c'est un personnage très complexe, mais c'est aussi les mères sont une des figures les plus facilement critisées dans notre société. Et je trouvais ça super intéressant parce que le film ne porte pas de jugement sur elle. Donc, comment est-ce que tu as réussi de faire, oui, de vraiment capter cette tension? Mais en tout cas, merci, parce que c'est la plus belle chose que je pense qu'on puisse dire. C'est qu'effectivement, tout le challenge, enfin, un des grands challenges du film, c'était que le spectateur reste en empathie avec cette maman. Parce qu'effectivement, la figure de la mère, enfin, il me semble, surtout dans nos sociétés, c'est la mère qui doit être parfaite, qui n'a pas droit à l'erreur, je trouve, plus que les pères. Et voilà, j'avais envie de montrer une mère justement en grande fragilité. Alors, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, et c'est vraiment volontaire de ne pas expliquer, parce que ça, c'est une démarche aussi importante pour moi, c'est que le spectateur, il puisse aussi s'approprier l'histoire, il puisse aussi s'imaginer des choses, et j'ai pas envie de le bombarder avec des explications. Pour moi, c'est important qu'il participe au récit, d'avoir un spectateur actif. Et donc, voilà, c'était volontaire de ne pas apporter des réponses concrètes, mais ce qui était important pour moi de faire passer, c'est l'état de détresse dans lequel elle se trouve. Et effectivement, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais moi, je pense quand même que c'est, voilà, par rapport aux injonctions de la société par rapport à la maternité, il y a quelque chose là que je voulais faire ressentir comme en sous-jacent, comme une sorte de révolte de sa part. C'était frappant quand je regardais Un monde et l'intérêt d'Adam que tu as choisi 2 fois des parents célibataires. Et je me demandais s'il y avait une raison pour ce choix. C'est vrai que autour de moi, et c'est la famille, ça devient compliqué aussi. J'ai l'impression, hein, dans nos sociétés. Et ouais, c'était compliqué. C'est compliqué pour moi actuellement de montrer une famille nucléaire, traditionnelle. Ouais. Ok. On a parlé des adultes, mais si je pense à tes films, je pense surtout à l'enfance parce qu'un monde, il s'agit du contexte scolaire. Ici, on a aussi Adam qui a 4 ans. Et je me demande, qu'est-ce qui vous attire vers cet univers des enfants? Mais déjà, les enfants, ce sont les futurs adultes de demain. Donc, voilà, je trouve que la plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, mais la plupart du temps, ils ne sont pas assez considérés dans notre société. Et c'est une manière pour moi de les mettre en avant. Et puis, on a tous déjà été enfants. Et je pense qu'il y a énormément de choses qui se construisent et qui, après, est déterminant dans notre vie d'adulte. Voilà, donc c'est vraiment une manière pour moi de les mettre à l'honneur. Okay. Et comment est-ce que leur présence, donc la présence des jeunes acteurs, influe ta manière de travailler sur set? Alors évidemment, avec des enfants, on travaille différemment qu'avec des adultes, surtout des si petits. Donc je dis ils parce qu'ils étaient 2. Ça, c'était dès le départ, c'était convenu de travailler avec des jumeaux pour des questions de temps de travail. Et même si Jules, c'est surtout Jules qui est à l'écran et Léo, son frère, est plutôt là il était là en tant que doublure et pour les répétitions, pour vraiment que Jules soit amené au plateau au dernier moment pour le préserver, entre guillemets. Et donc, il y a toute une démarche qui a été faite, en fait un peu la même démarche que pour mon précédent film Un monde. J'ai travaillé avec les 2 mêmes coachs enfants, donc Perrine Bigot et Charlotte Mours. Et la méthode de travail, en fait, c'était... Bon, on s'est vus plusieurs semaines avant le tournage, tous les mercredis après-midi. Et l'idée, c'était de les amener au scénario. Évidemment, à 5 ans, ils ne savaient pas lire. Donc, on leur expliquait de manière simple les scènes. Puis, on leur demandait de rejouer la scène avec des Playmobil pour qu'ils comprennent bien que ce n'est pas eux, mais c'est un personnage. Comme un reenactment, un peu. Oui. Mais ça vient de la psychologie aussi. Oui, mais c'est Perrine Bigot, donc elle est orthopédagogue et c'est elle qui a mis en place cette méthode. Et c'est extraordinaire hein, ce qu'elle a fait. Et ensuite, on leur demandait d'improviser devant la caméra, pour qu'ils commencent à s'habituer à la présence de la caméra. Et puis, on leur demandait de dessiner la scène. Et on a parcouru toutes les scènes comme ça avec eux. Et au moment du tournage, ils avaient leur scénario visuel dessiné par eux. Oui, donc, ils pouvaient se rappeler ce dont on avait travaillé. Et en même temps, je les dirigeais aussi en direct, pour que ça reste tout le temps ludique et dans l'instant, très actif. Est-ce que vous avez bien gardé ces scénarios?
Oui. Ok, ce sont des trésors, je crois. Est-ce que les enfants t'as donné des leçons? Est-ce que tu as appris des choses des enfants? Mais en fait, ils sont pas encore tout à fait conscients de l'image qu'ils ont, et du coup, il y a quelque chose de moins contrôlé, forcément. Et c'est paradoxal parce que c'est vraiment paradoxal ce que je vais dire, mais je vais pas dire c'est plus facile de travailler avec des enfants, mais il y a quelque chose de presque de plus simple en fait que de travailler avec des acteurs qui ont déjà de l'expérience et tout ça. Et en fait, ce qu'ils ont apporté, par exemple, je ne sais pas si des personnes n'ont pas vu le film ici, je ne vais pas spoiler, mais il y a une phrase dans le film que Adam dit, assez percutante, vers la fin. Et en fait, il le dit d'une certaine manière, il fait entre guillemets une faute de français, mais c'est lui qui a trouvé cette faute de français, et c'est très beau parce que c'est formulé, comment dire, ça donne toute une autre dimension à cette phrase en fait. Et voilà, ça par exemple. C'est un apport de lui, quoi. Avant de terminer en parlant de l'enfance, j'aimerais aussi savoir, est-ce qu'il y a eu un moment dans ton enfance quand l'amour pour le cinéma est déclenché? Je pense que c'est les films que j'ai vus, notamment Jeanne Dielman de Chantal Akerman. Je l'ai vu, je devais avoir 15-16 ans. Okay. Je me souviens, c'était sans doute qu'il repassait dans une rétrospective ou quoi, mais au cinéma des Galeries. Et là, ça a été un choc. Vraiment, en sortant de la séance, je tremblais en fait, et je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et je pense le film est venu toucher quelque chose, je ne sais pas, même pas encore aujourd'hui ce que c'est, mais ça pour moi c'est la grande force du cinéma, parce que c'est quand ça vient toucher quelque chose de l'ordre de l'inconscient et que le corps réagit. Et d'ailleurs c'est aussi ce que j'essaie de faire avec mes films, que ce soit comme ça très immersif, c'est que c'est très important pour moi que le spectateur il ne vive pas que intellectuellement, mais que ce soit aussi une expérience physique, qu'il le vive aussi avec son corps. C'est intéressant que tu mentionnes Jeanne Dielman parce que c'est un film très long et on pourrait dire que c'est un film immersif, mais toi tu choisis toujours de faire des films qui sont 80 minutes ou moins. Donc c'est un hasard ou c'est un choix délibéré? C'est pas un choix. Le scénario final faisait 75 pages, donc une page c'est 1 minute, donc c'est plus ou moins 75 minutes. Donc mais ça me paraissait juste comme ça. Dans les premières versions de scénario, par exemple, parce qu'il y a eu énormément de versions de scénario, on sortait de l'hôpital et tout ça, mais au fur et à mesure que j'avançais dans le scénario, je trouvais que ça n'apportait pas grand-chose. Et donc je resserrais à chaque fois, et ça me paraissait plus juste comme ça. Et au niveau du montage, je crois que ça s'est encore accéléré. C'est vraiment pas quelque chose de volontaire au départ, c'est vraiment parce que j'essaie d'être attentive à ce que le film a besoin, parce que moi je pense que le film il a son âme propre entre guillemets, et voilà, et j'essaie d'être attentive à ce qui est juste pour le film et pas ce que moi je pense, pas ce que moi j'ai envie qu'il devienne. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pour moi c'est très très important ça. Et je sentais que c'était juste de vraiment travailler le rythme de cette manière-là. Merci. Je vais regarder vers le public s'il y a déjà des questions. Zijn al vragen vanuit het publiek? Het publiek zijn de individuele toeschouwers. Nee? Ja. Moet ik de micro geven of niet? Ja, wacht. Hoppa. Dankjewel. Je n'ai pas encore vu ce nouveau film, mais donc j'ai une question un peu différente. Mais dans votre autre film, Un Monde, il y a une scène avec une piscine, et dans votre court-métrage, il se trouve place totalement dans une piscine. Quel est le rôle de piscine dans vos films? Merci pour la question. C'est vrai que ici, il n'y avait pas de piscine. J'ai essayé, hein, mais non, ça n'allait pas. C'est vrai que pour mon premier film, donc, pour faire vite, le premier film, c'était l'histoire d'un photographe de guerre qui était malheureusement amputé d'une jambe et qui devait faire une rééducation en piscine avec un kiné. Et la piscine, d'ailleurs,
autant que l'hôpital, c'est un lieu qui me fait peur et en même temps qui m'attire. C'est un lieu où souvent on a froid, il faut se montrer, on est un peu dénudé, c'est pas un lieu très... Enfin voilà. Mais du coup, pour un monde, c'était aussi pour montrer... Alors déjà, il faut que je me replonge dedans parce que ça fait un petit temps, mais on a tous à l'école, il y a les cours d'éducation physique et il y a ces fameux cours de piscine qui sont, en tout cas pour moi, qui n'étaient pas du tout confortables. Et c'était pour rajouter à cet inconfort. Voilà, c'est vraiment pour moi, ça parle de l'inconfort, la piscine. Voilà. Merci. Bonne question. Parlons d'immersion, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Zijn er nog vragen? Ja, je viens. Ok. Merci. Je vais essayer de parler en anglais parce que mon français, c'est pas très bon. You mentioned that you did some research in the University of Saint-Pierre in Brussels. How did that time influence the emotion in the film? Like, you probably had an idea before of the emotions that would be present in the film, and then your time at the hospital, how did that influence the emotions and the atmosphere that we saw in the film? Si j'ai bien compris, en fait, je m'étais dit que je ne sais pas si vous étiez là juste avant dans la salle, mais effectivement, ma première volonté, c'était d'aller observer dans un hôpital pour voir ce qui s'y passe aujourd'hui et comprendre le fonctionnement. Parce que voilà, pour écrire un film, j'ai vraiment besoin de choses qui soient réalistes. Et donc, en fait, mon premier réflexe était de contacter mon pédiatre quand j'étais enfant, qui à l'époque travaillait dans un hôpital, mais là il ne travaillait plus dans un hôpital, et il m'a mis en contact avec la chef de service, effectivement, à l'hôpital Saint-Pierre. Et donc votre question, c'est est-ce que ça a influencé comment est-ce que ça a influencé le scénario du point de vue émotionnel, c'est ça? Ouais. Oui. Mais oui, en fait, toutes les... c'est ce que j'expliquais, j'en profite pour répéter ce que j'expliquais juste avant dans le Q&A, c'est que j'ai pu observer autant dans hospitalisation que consultation, qu'aux urgences. Et donc, effectivement, la pédiatre en chef de l'hôpital Saint-Pierre m'a fait passer pour une stagiaire. Ça, c'était vraiment super. Et je trouvais ça pertinent. En tout cas, je sentais que ça m'intéressait plus l'hospitalisation parce qu'il y a tout le quotidien. Et il y a vraiment le travail sur le terrain de personnel soignant, pédiatres, infirmières. Et surtout, il y a tout le côté social, la prise en charge sociale, médicale, évidemment, mais surtout sociale. Et ce qui m'a bouleversée, effectivement, c'est le rapport avec le parent. Et c'est vraiment une triangulation, en fait, entre le parent, l'enfant et le personnel soignant. Et à quel point la prise en charge du parent peut être déterminante dans la guérison de l'enfant. Et effectivement, j'ai pu voir aussi à quel point ils doivent parfois travailler dans des conditions vraiment compliquées, à quel point parfois c'est compliqué pour eux la question des limites, parce que le film parle aussi de ça, la question des limites, autant morales que physiques qu'au niveau de l'institution. Mais en même temps, c'était vraiment important pour moi de ne pas apporter des réponses concrètes, de montrer une sorte d'état de l'hôpital, comme je l'ai vu et je l'ai ressenti, sans apporter... Pour moi, mon but, c'est pas d'apporter des réponses, c'est plutôt de poser des questions. Je ne sais pas si je réponds à votre question là. Ouais, vraiment. Ouais. Merci. Mais c'était vraiment important, effectivement, de montrer un hôpital un peu au bord du gouffre, en fait. Ils sont tout le temps, vraiment, ils ont à peine le temps de manger le midi, ils sont tout le temps en train de marcher, tout le temps, de se poser. Et aussi, c'est un métier, en fait, qui est censé prendre soin de l'humain. Et à force de manque de moyens, ça finit par faire l'inverse. Et dans mon film, c'est aussi ce que j'ai voulu mettre en avant. C'est Lucie, à un moment, elle décide, non, de faire passer l'humain avant tout. Et c'est pour elle, c'est une forme de révolte d'aller si loin, de dépasser les limites. Voilà. Pour moi, c'est vraiment rendre hommage à tout ce travail aussi. Zijn er nog vragen?
Nee. Ik ga het straks nog een keer vragen, mochten jullie bedenken. Restons un tout petit peu dans l'hôpital. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu peux partager avec nous, quelque chose qui t'a marqué? Oh là. Une anecdote. Il y a une anecdote qui me vient. C'est entre drôle et vraiment pas drôle. Enfin, Ok. On est préparé. mais c'est vraiment. Enfin, donc en fait, on a tourné dans un vrai hôpital, à l'hôpital de Huy. On a eu vraiment cette chance-là, et pour moi, c'était important de travailler dans un vrai hôpital pour qu'il y ait une certaine véracité aussi qui transpire des images. Donc on a travaillé dans un service de traumatologie, pas vraiment de pédiatrie. Donc l'équipe déco a énormément retravaillé, évidemment au niveau de la déco pour donner l'aspect de pédiatrie. Et j'en profite pour dire aussi que c'était super du coup parce que on avait le personnel soignant qui était disponible et on avait la pédiatrie, je crois 2 étages au-dessus. Et souvent ils venaient voir et ils venaient nous donner des conseils, donc ça c'est super. Mais par exemple, je ne sais pas si vous avez peut-être pas tous vu le film, mais la scène où Léa descend les escaliers. On était en train d'attendre justement dans ces escaliers et je ne sais plus à quel étage c'était, mais c'était le service de gériatrie. Enfin, on était à côté du service de gériatrie et on a entendu des trucs drôles et en même temps un peu tristes, mais entre des infirmières et des patients. Et à un moment, en fait, c'est devenu une sorte de running gag entre nous. C'est peut-être pas très... Non, mais merci pour le partager. Je me demande aussi si tu as pu tirer quelques leçons sur l'état de notre système santé aujourd'hui. C'est vraiment un état en souffrance, en fait. Je ne sais plus, il y a quelqu'un, je ne sais plus si c'est quelqu'un, mais qui a fait une remarque hyper juste et que j'étais pas forcément... En fait, c'est ça aussi la magie du cinéma, c'est qu'on n'est pas forcément conscient de tout et qu'après, avec les retours et les discussions, il y a des choses qui viennent. Il y a quelqu'un qui a dit, finalement, la sous-alimentation de cet enfant, c'est vraiment en image de la sous-alimentation des services de soins. Oui, c'est tout à fait ça, en fait. Et je n'étais pas forcément consciente de ça, mais c'est tout à fait juste. Voilà. Et je veux dire, si on n'a plus d'hôpitaux, si on n'a plus de personnel soignant, c'est fini. Enfin, je veux dire, Et alors, ce qui est fou aussi, c'est qu'il y a 5 ans, pendant le Covid, on était tous à nos fenêtres en train de les applaudir. Et voilà. Mais eux, ils sont toujours là, avec encore moins de moyens, et ils doivent continuer à se battre, quoi. Donc, c'était aussi une manière pour moi de les valoriser, quoi, de les mettre en valeur, de mettre en valeur tout ce travail. D'accord. Est-ce qu'ils ont vu le film, les personnes avec lesquelles... Pas ok, encore. d'accord. Mais il y a une projection qui va être organisée à Huy pour tout le personnel soignant. Ouais. Ok. Vos films sont vraiment très ancrés dans une réalité très précise, mais je me demande aussi si en étant dans ces lieux, en faisant ces recherches, si ça déclenche aussi une responsabilité vers ces lieux, vers ces réalités, et si ça vous donne aussi des restrictions si vous voulez les représenter. Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Comme tu es là dans l'hôpital et vous travaillez avec beaucoup de gens là, mais tu veux faire un film, donc tu vas prendre cette réalité et le mettre dans une fiction. Est-ce que ça vous donne une responsabilité extra parce que tu travailles avec des gens vrais dans l'hôpital? Ah oui, mais c'est sûr que en même temps, ça a énormément apporté au film parce que, en fait, comme je le disais, il y a pas mal de figurants qui étaient du personnel soignant, du vrai personnel soignant, et ça a énormément... En fait, c'est marrant parce que autant eux étaient intéressés par notre travail et notre métier, et nous, on était évidemment hyper intéressés par leur travail et leur métier, et c'était un échange constant. Et c'est vrai que c'est très important pour moi de mettre en lumière et de rendre que ce soit le plus juste possible, finalement. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais oui, c'est une énorme responsabilité. Et le film est déjà sorti en France, par exemple, et j'ai eu des retours de soignants qui disaient que c'était hyper juste. Et ça, c'est aussi un des plus beaux retours
que je puisse avoir par rapport à ça. Oui, des films, c'est pas un film de métier, mais voilà, c'est très important pour moi que ce soit le plus juste possible. Voilà. Ok. En regardant un monde et aussi l'intérêt d'Adam, je trouve qu'il y a comme un vide de responsabilité. Je ne sais pas si je me explique ici, mais dans un monde, il y a les enseignants qui ne prennent pas leurs responsabilités, ce qui fait que le petit frère est harcelé. Et dans l'intérêt d'Adam, il y a la maman qui bloque l'aide pour Adam. Donc, il y a cette violence qui est présente dans vos films. Physique, une violence physique, mais aussi mentale. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter un tout petit plus sur cette violence? Oui, alors c'est vrai que dans un monde, les enseignants, j'ai quand même essayé de montrer que c'est pas par manque de volonté, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils sont débordés. Et qu'ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. D'ailleurs, comme les personnages dans l'hôpital. Hein. Pour moi, c'est très important de ne pas avoir un regard du jugement sur ces personnages et juste de les montrer eux-mêmes, en fait, subissant un système qui est en sous-financement, par manque de temps. Mais le problème, il vient au-delà, il vient au-dessus, en fait. Et... oui. C'est vrai que l'hôpital et l'école, ce sont deux institutions. Et là, ben, voilà, avec les coupes budgétaires, c'est le monde de la santé, le monde de l'éducation qui en pâtit en premier. Donc c'est terrible. Voilà, je pense que ça ne va pas arranger les choses, mais au moins, mon objectif, en fait, à nouveau, c'est au moins de créer le débat et d'attirer l'attention là-dessus. Mais vous portez aussi un message d'espoir, n'est-ce pas? Oui, ça c'est important, c'est important quand même parce que ben là, pour moi, pour ceux qui ont vu le film, j'espère que ça se ressent, mais effectivement, c'est de donner une petite note d'espoir parce que je pense que le changement, il va pas venir, c'est pas quelque chose de comment dire, c'est des petits pas après des petits pas. Et c'est de perdurer dans ces petits pas, en fait. Parce qu'on a toujours tendance, à nouveau, la question du temps, à vouloir aller vite, à vouloir créer des changements, des gros changements, mais les choses, elles viennent petit à petit. Et voilà, vraiment, la question du temps est fondamentale, en fait, là, dans nos sociétés. Je pense que c'est une machine qui tourne à toute vitesse. Et mais moi-même, je n'ai pas la réponse. Hein. Tant qu'on ne va pas ralentir, ça ne peut pas bien se passer, en fait. Est-ce que tu ressens aussi cette pression quand on parle de faire des films, parce que tu prends ton temps pour faire des films? Mais c'est vrai que pour un monde, ça a mis 7 ans, mais en même temps, je pense que c'était nécessaire. C'est vrai qu'il y a eu, voilà, ça a mis du temps aussi à le financer. Et c'était important pour moi de garder cette volonté de tourner à hauteur d'enfant, parce que mine de rien, ça a été pas mal remis en question. Tourner à hauteur d'enfant et dans une école, mais je sentais à nouveau que c'était juste pour le film et qu'il fallait vraiment tenir. Donc ça a mis du temps à convaincre. Mais c'est important, effectivement, de prendre le temps pour sentir ce qui est juste. Pour moi, hein, je parle pour moi, il y a des réalisateurs, réalisatrices, scénaristes qui vont beaucoup plus vite. Moi, j'ai besoin de temps parce que j'ai besoin d'aller dans différentes directions pour me dire ça marche, ça va pas, d'essayer plusieurs choses en fait. En regardant vos films, c'est vraiment intéressant comment l'empathie est vraiment très important pour vraiment s'immerser dans vos films. Et je me demandais quels aspects de ton style cinématographique sont importants pour susciter cette empathie. C'est vrai que quand vous me posez la question aussi, ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est la question de l'empathie, effectivement. C'est quand même extraordinaire. Là, je parle de cinéma, mais autant la littérature que c'est de pouvoir de pouvoir devenir l'autre et de pouvoir comprendre là où il est. Je trouve ça magnifique, en fait. Et pour moi, c'est une des grandes forces du cinéma, et c'est ce qui m'a donné envie, notamment, c'est la force de l'empathie. Et du coup,
voilà, par exemple, les films des frères Dardenne, ils ont vraiment construit ils m'ont donné envie de faire du cinéma et ils ont construit comment on appelle ça, mon regard. Et ce que je trouve très fort dans leurs films, et dans la majorité de leurs films, mais je pense surtout à l'enfant, c'est ce personnage de père qui vend son enfant. C'est quand même, quand on y pense, c'est quand même fou et abominable, mais ils arrivent à nous rendre empathiques. Et en fait, ça, c'est extraordinaire. Et je pense qu'en tant qu'humain, si on arrive plus à essayer de comprendre l'autre là où il est, mais ça, c'est encore une question de temps, je pense, parce qu'on n'a pas le temps. Et ça, c'est une réflexion personnelle, mais j'ai l'impression que le jugement, il vient aussi du fait que c'est plus facile de poser un jugement que d'essayer de comprendre, parce que ça prend du temps, là où est l'autre et qu'est-ce que vit l'autre. Voilà. Et je me suis peut-être un peu égarée, mais oui, c'est ça. Voilà. Et est-ce que tu pourrais aussi nous parler un tout petit peu du style cinématographique? Parce qu'ici, tu as choisi pour un handheld camera. Il y a des longues séquences, donc ce sont des traits qui nous rapprochent du genre documentaire. Alors en fait, c'est vrai que j'essaie à chaque film à nouveau d'être à l'écoute de ce qui est le plus juste pour montrer la réalité de cette histoire et de ces personnages. Et j'avais quand même l'intuition que c'était plus juste de la suivre. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est une remarque d'un spectateur en France, parce que j'avais aussi expliqué l'immersion que j'avais faite. Et c'est vrai que finalement, je suivais le personnel soignant. Et c'est un peu le fait de suivre Lucie, effectivement, sans doute que ça a joué aussi, cette manière de vouloir la filmer comme ça. Et avec mon chef-op Frédéric Noirom, on a eu la chance de pouvoir aller dans les lieux à l'hôpital de Huy pour chercher la mise en scène. Ça, c'est très important aussi pour moi, parce que c'est aussi un travail collectif. Et on sentait que c'était plus juste de filmer en plan séquence aussi par rapport au temps, au rythme, pour à nouveau rendre la perception du spectateur comme une immersion, comme je le disais, que ce soit une expérience très physique. La place du hors-champ aussi, tout le son, ça on n'en a pas encore parlé, mais ça fait partie de la violence aussi. On a sans doute tous un jour été hospitalisés, et c'est quand on ressort d'une hospitalisation, on est épuisé aussi parce que c'est très 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 bruyant. Ça fait partie de la violence aussi, des conditions dans lesquelles ils doivent travailler, mais à nouveau, moi j'ai pas de réponse par rapport à ça, mais voilà, là je passe sur le son, mais on m'a déjà fait quelques remarques. Il n'y a pas de musique dans votre film. Mais ce qui est chouette, c'est que la plupart du temps, les spectateurs se rendent compte à la fin, au générique, quand il y a le silence absolu. Et pour moi, la bande sonore est construite comme une partition musicale. Ça a été vraiment des mois et des mois de travail où les ingé-sons ont été prendre des vrais sons d'hôpitaux, et chaque son est vraiment disposé comme à certains endroits pour créer du rythme, pour ralentir un peu le rythme. Et voilà, ils ont fait un travail extraordinaire. Ouais. Oui, le rythme est très, très réussi, merci. Tu as déjà parlé des frères Dardenne, parce que tu as dit... je vois que vous avez comme une conception commune quand il s'agit d'une vision humaniste, n'est-ce pas, sur les personnes, mais aussi en posant la dignité centrale. Ils ont aussi coproduit le film. Comment est-ce que cette collaboration s'est déroulée? En fait, justement, mon premier court-métrage, Les corps étrangers, qui se passait dans une piscine, il était sélectionné au Festival de Cannes. C'est là où j'ai rencontré Luc et Jean-Pierre, qui, eux, présentaient 2 jours, 1 nuit. Et voilà, on a vraiment sympathisé. Et puis, j'ai demandé à Luc de lire 1 ou 2 versions du scénario de Un monde. Et puis, il a vu une version de montage. Et en fait, ça s'est fait naturellement de vouloir travailler ensemble. Et là, Luc a lu vraiment... En fait, il lisait, pour l'intérêt d'Adam, il lisait toutes les versions de scénario. Donc, à chaque fois, il y avait son retour. Et ça, c'était vraiment super. Ouais. Nog een laatste poging. Zijn er nog vragen vanuit het publiek? Nee. Ja? Wacht. Voilà. Maar dat is oké. Maar ja, dat is... Frans. Engels? Engels. Voilà.
it feels like I want to ask a question, but I really don't have a question. So I'm just going to share my thoughts of my head. And I was thinking about when you were talking about hospitals, that like who you are is what you do. So even though of the hardships of the personnel and the film are extreme, and I would not be able to cope, of course, but they are going straight to heaven. So that's a good thing. Do you understand? Or that like the beauty of the like the beauty in everything is in what you do in this life. So even though the job seems extremely hard and it's like not valorized, like you said, the most important thing is that what you do in life is who you are. And so these people who we saw in the movie are the most beautiful people there are. So that's job well done. Oui. Voilà. Thank you. Thank you. Thank you. Nog vragen of iets dat je wilt delen? Nee? Ja. I saw the movie. It's a beautiful movie. It was a beautiful movie. I saw also your other movie here in Film Fest. But what I was thinking about, what will be your next idea? The same, a little bit. I was thinking about Ken Loach. He is also someone very social. So I think, do you have an idea ready? Oui, désolée, mon anglais, je continue en français si ça va pour vous. J'ai une idée, oui, j'ai une idée, mais ce ne sera pas du tout pareil. Parce que là, je sens que j'ai besoin d'explorer autre chose. Ce ne sera pas partir d'un lieu, ce ne sera pas forcément social. Voilà. A priori, ça part d'un personnage, c'est tout à fait différent. Okay. Ouais, ouais. Le mystère. Mais c'est encore un peu tôt pour en parler, Okay. mais... Et puis, enfin voilà, c'est encore un peu tôt pour en parler, mais je sens que j'ai besoin d'explorer autre chose. Ok. Je crois qu'il y avait une question là-bas. Daar is er nog een... ja. Hoe hebt u die kinderen gescreend? Dus het kind of Adam zelf, hoe hebt u die gescreend? Met screenen, hoe bedoel je? Maar hoe hebt u gekozen om net dat ja. kind te gebruiken in die film? Ja. Le casting des enfants, comment tu as choisi les enfants? Donc Adam donc les jumeaux. Oui. Ben, en fait, c'était un casting. Dès le départ, c'était clair qu'on allait travailler avec des jumeaux, hein, pour des questions de travail légal. Oui. En fait, Jules, qu'on voit à l'écran, il a un frère qui s'appelle Léo. Et il n'y a que Jules qu'on voit à l'écran. Enfin, une fois, on voit Léo de dos. Et parce que son frère, il était là en tant que doublure pour préparer la scène et pour permettre voilà, de travailler en amont avec Léo et de préserver, entre guillemets, Jules au dernier moment pour la scène. Et donc, on a vu quelques jumeaux, mais pas tellement, parce que cet âge-là, c'est quand même c'est assez compliqué. Et je me souviens que ce qui m'avait vraiment très fort touchée, surtout chez Jules, c'est qu'il a une manière de regarder l'adulte dans les yeux et de confronter le regard que je trouverais très rare pour un enfant. Et je sentais qu'il avait une grande volonté aussi. Et en fait, évidemment, à cet âge-là, je n'allais pas leur demander de jouer. Ils n'avaient jamais expérimenté le jeu. Donc, ce que je leur demandais simplement de faire pour le casting, c'est de répéter des phrases après moi. Et je trouvais que Jules était hyper naturel devant la caméra. C'était aussi pour voir qu'est-ce qui se dégage à la caméra. Parce que ce n'est pas la même chose qu'on voit quelqu'un à l'œil nu et devant la caméra. Et il y avait encore autre chose qui se dégageait de lui que je trouvais très, très beau pour le personnage de Adam. Voilà. Dank u wel voor de vraag. Nog een laatste vraag? Nee?
Ok. Alors, merci beaucoup, Laura, Merci à d'avoir vous. partagé ces moments avec nous. Et ja, ik wil nog meedelen. Ah, heb je nog een vraagje? Ah, il y a une autre question. Ça va? Oui. On le permet? Oui, bien sûr. Ah ja, je sais pas. Waarom beweeg ik eigenlijk nog? Jongen. Okay, it's loud. The hospital was obviously a very important place in the movie, but at the end of the movie, they decide to go out of the hospital, and I just wonder what was your inspiration to break that world you built, because you built up to like it only being in the hospital, and then you decide to break it, kind of. So I was just wondering what the inspiration or why you did that. Merci pour votre question. C'est vrai que par rapport au personnage de Rebecca, comme elle est en manque total de confiance par rapport à l'institution, par rapport au personnel soignant, je pense que le seul moment où il pouvait y avoir quelque chose qui pouvait, de l'ordre de l'acceptation d'être aidé, je crois que ça pouvait se passer qu'à l'extérieur de l'hôpital. Et c'était aussi important pour moi de montrer Lucie en tant que femme à ce moment-là, et qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Comme c'est quand même un lieu unique, c'est un endroit très claustrophobique. Le fait de sortir, c'était aussi une volonté, en tout cas j'espère, que le spectateur puisse respirer aussi. Et c'était aussi, on est dans un hôpital où la lumière est toujours très crue, très blanche, très froide. Et là, le fait de sortir dans la nuit, c'est aussi le fait d'être dans le noir, il y a quelque chose aussi, autre chose qui peut se passer. Voilà. La lumière était aussi la violence, n'est-ce Oui, pas? exactement. Oké, merci beaucoup, Laura. J'espère te revoir bientôt. Dank u wel voor de mooie vragen. Morgen speelt L'Intérêt d'Adam nog om 2:30 en morgen kunnen jullie hier terecht voor de talkie rond The Silent Treatment van Caroline Strubbe. Mooie namiddag toegewenst. Merci.